Salut, c'est Aurel de Côté au micro pour te délivrer des chouettes instants en compagnie des experts qui gravitent autour de l'éco-construction. Artisanes, artisans, chercheuses, chercheurs, architectes, ingénieurs, bref, du beau monde et surtout des passionnés. Tu rénoves un logement et tu as envie de limiter ton impact sur l'environnement? T'es au bon endroit. Que tu sois déjà expert en la matière ou que tu ne connaisses rien du tout à tout ça, il n'y a aucun souci, tu trouveras ta place sur ce podcast. Aujourd'hui dans Côté, on parle d'un super-héros du règne végétal, une plante qu'on nomme l'acier vert grâce à ses caractéristiques mécaniques remarquables. À la fois souple et rigide, cette herbe se déploie à une vitesse phénoménale grâce à son réseau souterrain de rhizomes. Elle peut gagner de l'ordre d'1 mètre par jour dans les tropiques et elle peut atteindre sa taille définitive en seulement quelques mois. On l'utilise entre autres en vannerie, en menuiserie, dans l'alimentation, comme biomasse, comme vecteur de décarbonation et plus rarement en France, dans le bâtiment. Vous l'aurez compris, on parle bien du bambou, ou plutôt des bambous, puisqu'on en répertorie à ce jour environ 1700 espèces différentes dans le monde. Alors, entre idéal et réalité, entre plantes envahissantes et arbres d'avenir, que penser du bambou en France? Est-il le bois du pauvre ou est-il le véritable acier vert? A-t-il sa place dans le bâtiment ou doit-on en laisser l'usage à d'autres corps de métier? Pour démêler le vrai du faux, on va voir des professionnels du bambou, des artisans bamboutiers, qui nous racontent leur vision de la matière et de la filière. Mathias Lambert est un de ces artisans bamboutiers. Il a créé son entreprise d'aménagement en lamelles de bambou dans la région de Toulouse, au Bambo. Et en plus de créer des aménagements en bambou, il a construit la première maison bambou terre-paille de France. Dans cet épisode, Mathias nous raconte sa découverte du bambou à l'autre bout du monde. On parle beaucoup de sa vie en autonomie, de sa maison, mais aussi de plein d'astuces pour utiliser le bambou dans un projet. Et enfin, de son point de vue sur l'avenir du bambou en France. Je te souhaite une excellente écoute et je te retrouve après l'interview. Salut Mathias, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Très heureux d'être là. Merci à toi de ton accueil. On va parler de toi, de ton parcours, de ce que tu fais, mais aussi, tu t'en doutes, pas mal du bambou et de ton rapport à ce matériau. Mais avant de se lancer, je crois savoir qu'il n'y a pas longtemps, tu as été assez actif dans le cadre de ton activité, non? Oui. J'ai participé à un projet sur un festival à Toulouse qui s'appelle Rio Loco, avec une artisane bamboutière qui est aussi artiste, qui s'appelle Noémie Toté, et qui a gagné un concours pour créer des demi-sphères en bambou en plein milieu du festival, avec toute une dimension sociale, des enfants notamment qui sont venus mettre des petits objets de vannerie dessus, et voilà, avec la mise en lumière. Donc moi je me suis occupé de la conception avec elle, de l'encadrement des volontaires qui sont venus nous aider pendant une semaine de chantier, et de la mise en lumière. Voilà. Trop bien, ça devait être trop joli. Oui, on a eu pas mal de bons retours. On peut voir des images quelque part? Oui, on peut voir des images sur les réseaux, donc notamment sur Instagram, sur l'Instagram de Noémie qui s'appelle Atelier Entre Nœuds, et le mien sur Au Bambo Aménagement. Trop bien. On va parler un peu dans un premier temps de ton parcours, ton profil, on abordera ensuite le bambou, et puis évidemment on parlera de ta maison. On est juste à côté de ta maison pendant qu'on filme ce podcast, et on finira un petit peu avec des enjeux de filière et puis de ressources. Toi, tu t'appelles Mathias Lambert. Après un parcours dans l'audiovisuel, en 2018, tu décides de te reconvertir à l'éco-construction. Suite à ça, tu travailles pendant 3 ans dans une entreprise d'éco-construction vers Carcassonne, en Occitanie, avant de rejoindre la Colombie en voilier pour apprendre à travailler le bambou. Là-bas, c'est la révélation. Le bambou, c'est ton truc. Et donc, en rentrant en France, tu fais 2 choses. La première, c'est que tu construis cette maison en bambou isolée en terre-paille. La première de France connue à ce jour. Et la deuxième chose, tu crées Au Bambo, une entreprise d'aménagement intérieur et extérieur en bambou. Est-ce que c'est à peu près ça, ton parcours? Oui, bien sûr, c'est résumé, mais oui, l'idée c'est ça, c'est que les projets se sont un peu enchaînés à la suite de ce voyage. Et là, à l'heure actuelle, ça démarre fort, donc voilà, je m'ennuie pas. Trop bien. On va pouvoir parler un peu plus de ton activité et de ton actu. Avant ça, est-ce que tu peux nous ramener un peu plus loin même dans tout ça, nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as étudié? Alors, je suis breton. J'ai eu des études assez scientifiques. J'ai passé mon DUT mesures physiques à Saint-Nazaire. Ensuite, j'ai fait une licence en acoustique à Montpellier. Et suite à ça, j'ai enchaîné sur 1 an d'études en formation ingénieur du son. Donc plus orienté studio de musique, live, enfin tout ce qui tournait autour de la musique. Voilà, et j'ai été en alternance dans une entreprise qui faisait plus de l'audiovisuel pour des gros plateaux français, plateaux télé, et des événements sportifs, donc pour des grosses chaînes.
Et donc voilà, suite à ça, on va dire que j'aimais beaucoup la technique. Enfin, c'était quand même un matériel de pointe qu'on utilisait. Humainement aussi, c'était très chouette avec les collègues, tout ça. C'est parce qu'on se déplaçait beaucoup. Et voilà, ça me plaisait vraiment de participer à ce genre de tournage. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que c'était pas un milieu qui me correspondait vraiment, en tout cas par rapport à mes valeurs. Qui ont été de plus en plus présentes dans ma vie, les valeurs écologiques, sociales, etc. Et voilà, c'est tout un monde qui est plus le mien, pas le mien, et donc j'ai décidé de partir en voyage en 2018, en tour du monde, tout seul. Et suite à ça, bien sûr, plein de réflexions, une prise de recul forcément, parce que pendant un an, on sort de son univers et puis voilà, on a vraiment le temps de réfléchir, quoi. C'est surtout ça qui m'a servi, je crois. Et donc à mon retour, j'ai décidé, avec un petit pincement au cœur quand même, de quitter mes collègues et de m'engager vers une formation d'éco-construction, donc à côté de Carcassonne. Et voilà, j'ai eu 10 mois de formation. C'était d'ailleurs super. Le centre de formation s'appelle Batipol, à Limoux très exactement. Et donc suite à ça, j'ai fait un stage dans une entreprise locale qui construisait des maisons écologiques, qui construit toujours des maisons écologiques. Et voilà, j'ai été formé ensuite chez eux en tant que salarié pendant 2 ans. Donc c'est vraiment là où j'ai fait mes armes en éco-construction, chez eux. Je les remercie d'ailleurs. Et voilà, et suite à ça, j'ai rencontré ma copine, Marianne, qui avait envie de voyager aussi. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout de revoyager. J'avais l'impression de ne pas avoir encore assez profité avant de m'engager dans plein d'autres projets. Et donc on a décidé de partir en transatlantique, en bateau, depuis le Portugal. On a trouvé un bateau depuis le Portugal. Et puis voilà, il y a eu plein d'aventures pendant ces 6 mois de traversée quand même, où on a... Vous avez pris le temps. Oui, on a pris le temps. On a pris le temps de s'arrêter dans chaque île, de faire des petits détours, parce qu'on est passé par le Maroc et le Sénégal, ce qui est à la base pas le parcours classique. Pas vraiment le chemin. Voilà. Et donc voilà, suite à ces 5 bateaux et ces plusieurs arrêts, on est arrivé en Colombie où là, j'ai eu une petite révélation sur le bambou, et parce que je me suis... en fait, toute la partie des 6 mois de traversée, c'est 6 mois où en fait on est très dépendant du capitaine, des conditions météo, de trouver un bateau ou pas. Et donc là, à ce moment-là, c'était qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. C'est quoi réellement notre voyage, ce qu'on a envie de faire. Et donc ça a été un peu particulier, parce que je me suis rappelé qu'en fait, oui, le bambou, je l'avais un petit peu dans le coin de la tête, et que là, c'était le bon endroit pour monter en compétence sur ce domaine. Parce que la première fois que tu es parti en voyage tout seul, t'es passé par la Colombie déjà. Oui. Mais pour le coup, je ne m'étais pas du tout intéressé au bambou. Tu as eu un voyage un peu différent, tu étais à un moment différent de ta vie. C'était avant la formation aussi. C'est ça, exactement. Plus, j'avais beaucoup voyagé en stop en Amérique du Sud. J'étais plus en recherche de moi, quelles étaient mes convictions, mes valeurs, que j'ai trouvé. Et là maintenant, approfondissons, quoi. Du coup, sur le bateau, tu disais que tu avais déjà un petit peu le bambou en tête, dans un coin de ta tête, ou non, c'est vraiment sur place que ça... La révélation, ouais. Et puis voir toutes ces maisons en bambou qui sont dans une zone qui est, entre guillemets, à l'est du pays, dans la zone du café, où il y a énormément de maisons en bambou qui sont faites avec du bambou local, qui est en gros le meilleur bambou au monde. Donc ils ont une ressource, ils n'en ont pas toujours conscience, mais c'est une grosse ressource qu'ils exploitent et qui parfois exportent en France d'ailleurs. On en parlera un petit peu après du bambou et justement de pourquoi c'est le meilleur bambou au monde. Ça c'est intéressant. Mais est-ce que tu as un souvenir clair de ta première révélation? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est de manière générale le fait d'être dans un environnement où le bambou est si présent? Est-ce que c'est Toi tu travailles le bambou en lamelle, on en reparlera aussi. Est-ce que c'est le bambou lamelle ou le bambou brut qui t'a plutôt plu? En effet, c'est plus en voyant les possibilités de création qui sont autour du bambou en lamelle. C'est-à-dire que grâce à ces petites lattes en fait, qui sont très épaisses et assez peu larges, on arrive à créer des structures très organiques, et en fait les possibilités de création, elles sont presque sans limite.
C'est-à-dire qu'on peut créer toutes les formes qu'on veut, avec des gabarits, on peut réussir à créer des animaux, créer des structures, des pergolas, des arches, des lustres, la décoration intérieure. Enfin, c'est vraiment illimité en termes de construction. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné en Colombie, parce qu'ils utilisent beaucoup le maillage aléatoire, notamment le maillage des lamelles en aléatoire. Et ça, sur des grosses structures, pour moi, ça me paraissait vraiment intéressant et très beau, quoi. Est-ce que tu peux... un maillage aléatoire, c'est-à-dire quoi? Ils vont mettre des lamelles qui vont assembler de manière un petit peu aléatoire et ça va faire une espèce de structure comme pour un ombrage ou quoi que ce soit, ou c'est quelque chose de structurel? Pas forcément. C'est souvent utilisé pour les toits. C'est-à-dire qu'il y a quand même du bambou brut, la canne de bambou ronde qui est utilisée pour la structure. Et ensuite, ils viennent soit utiliser ces lamelles justement pour créer des poutres un peu arrondies. Et ensuite faire des maillages, aléatoires ou pas aléatoires d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a été plutôt ce type de design qui m'a plu. Et me rendre compte qu'en fait, le bambou, c'est pas seulement ce qu'on a en tête, c'est-à-dire... un bambou qui vient d'Asie avec les paillotes. Pour moi, c'est très connoté. Gros bambou, pas très fin, selon moi. Et le fait de pouvoir faire des choses un peu design, jolies, fines, en bambou, je me suis dit waouh, mais en fait, il y a plein de choses qui sont possibles, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout vu en formation. Tu peux rappeler l'intitulé de ta formation aussi, peut-être? La formation d'éco-construction. En éco-construction, pardon. Moi, c'était la formation constructeur bois, mais qui était très orientée OPEC, c'est-à-dire ouvrier professionnel en éco-construction, qui est une formation assez connue en France pour apprendre les bases de l'éco-construction en général. Et voilà, mon centre de formation à l'époque avait vraiment calqué le programme de l'OPEC sur ma formation. Et donc c'est très large comme formation. Mais et du coup, tu n'as pas eu du tout de première approche du bambou déjà en formation. C'est vraiment rien à voir avec ce que tu as pu voir. Donc c'est vraiment là-bas que tout se fait, quoi. Exactement. Okay. J'ai plus été formé en bois terre-faille. Ouais. Et voilà, mon métier et ma maison surtout, parce que mon métier, je ne l'oriente pas trop dans la construction de maison. Mais je suis passé aussi dans le BTP, mais plus le bambou terre-paille. Alors du coup, quand tu arrives en Colombie, en fait, tu arrives avec donc, une expérience en éco-construction qui est quand même non négligeable. Tu découvres le bambou et tu te dis comment ça se passe, parce qu'en fait, tu es avec ta copine aussi, où tu te dis on va passer de touriste à stagiaire, tu vas faire le tour des chantiers, vous parlez espagnol, enfin comment ça se passe pour passer en fait de touriste à rester, combien de temps vous êtes resté finalement en Amérique du Sud, total, Amérique centrale? En tout, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 9 mois. Ok. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Comment on fait? En Colombie, ça a commencé par l'inscription dans un stage. Donc là, je me suis un peu renseigné. J'avais des proches qui habitent pas très loin de Bogota, à La Calera. Des amis, lui est français, elle est colombienne, et ils m'ont orienté vers déjà ils m'ont appris ce que c'était le bambou en Colombie et la variété qui s'utilisait, etc. Et ensuite ils m'ont dirigé un peu de fil en aiguille vers certaines personnes, et je suis tombé sur cette formation. Donc là, ça a été une inscription un peu classique, et ensuite j'ai pas trop travaillé avec des artisans bamboutiers en Colombie. Par contre, au Mexique, ça a été le cas. Et là, pareil, c'est via contact, j'ai réussi à intégrer des équipes d'artisans qui, d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'ils se demandaient, mais en fait, pourquoi il y a un petit Français qui vient nous voir ici, quoi. Et en plus, je prenais des notes et tout, et à la fin, ils commençaient à comprendre qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'était super, quoi. Eux, ils ont l'impression d'être super arriérés et pas du tout... dans les enjeux planétaires actuels. En fait. Voilà, actuels. Oui, c'est leur matériau qu'ils ont sur place. Pour eux, c'est même pas... C'est tout, quoi. C'est ça. On fait comme ça, c'est tout. C'est ça, exactement. Okay. Depuis tout jeune, ils font ça, et bon, ils se posent pas trop la question, en tout cas, je pense. Et voilà, et le fait, je pense que moi aussi, je viens de m'intéresser à leur travail. Je pense que voilà, ils ont peut-être un peu compris qu'ils avaient aussi leur dans les mains, quoi. On en parlait un peu de cette différence entre Colombie et France. Et du rapport aux matériaux, quoi, un petit peu après. Est-ce que tu as un souvenir de chantier en Colombie qui t'a marqué, ou des choses qui t'ont marqué
spécifiquement Oui, il y a notamment, donc pareil dans la région du café, il y a un lieu qui s'appelle Mamaloulou. Et c'est un lieu pareil où ils ont quasiment tout construit en bambou. Ils sont très autonomes dans plein de choses. Ils ont un méthaniseur, ils ont des panneaux. Ils vont vraiment loin dans l'autonomie et dans la création autour de voilà, comment faire autrement, entre guillemets. Après, je pourrais en citer plein des lieux chouettes. Non, mais même des lieux ou des souvenirs, en tout cas d'un truc qui t'a vraiment marqué, des chantiers ou genre une expérience sur chantier, tu vois, peut-être de relations avec des artisans ou la façon de travailler le bambou où tu t'es dit ah là c'est ouf quoi. Ce truc-là. Oui, la découverte de la lamelle, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça s'est fait surtout dans un lieu qui s'appelle Tiritalinda, qui est vers Popayán. C'est aussi une ville qui est un peu dans le sud de la Colombie. Et là, pour le coup, lui, Arnold, il est à fond dans comment construire en collectif des structures en gouadois avec beaucoup de terre. Gouadois, tu peux. Gouadois, du coup, c'est la variété de bambou qui est utilisée là-bas. Ok. Qui du coup différente de celui qu'on a en France. Oui, on l'a pas ici malheureusement. On en parle juste après. Ok, d'accord. Donc c'est un autre lieu qui a été. C'est là où j'ai eu un peu la révélation de la lamelle de bambou. Ouais. C'est quoi la réaction de tes proches du coup quand là tu reviens en France? Tu décides de monter au bambou tout de suite d'ailleurs ou non, Non. Ça se fait plus tard? Non, en fait on avait ce projet de maison avant même de voyager. Et donc en fait quand on est revenu, et d'ailleurs même avant de revenir moi sur la fin du voyage, j'avoue que j'étais vraiment dans les calculs d'autonomie liée à l'élec, tout ça. En fait on avait 9 mois, enfin très peu de temps en tout cas, avant de rentrer dans cette maison, parce qu'en fait on est arrivé début février de voyage, et puis il fallait construire pendant les mois à venir pour éviter de passer l'hiver dans une caravane. Ouais, et puis pour le terre-paille c'était aussi la saison. C'est ça, exactement. Donc en fait très vite on est revenu sur place, on a repris les fondations qu'on avait déjà préalablement construites. Et puis on s'y est mis à fond avec beaucoup de copains, une quarantaine de personnes qui nous ont aidés à construire, pas tout le temps, mais disons qu'en moyenne on était trois avec ma compagne qui nous a, qui a vraiment beaucoup participé à la construction de cette maison. Et voilà, et beaucoup de familles, etc. Donc du coup ça a été très énergivore forcément. Et donc on n'a pas trop eu le temps d'atterrir finalement après le voyage. On est parti direct dans ce projet-là. Et ensuite, là, cet hiver, une fois qu'on était installé, là j'ai commencé à vraiment travailler sur mon entreprise qui s'appelle Au Bambou, donc c'est quand même assez récent. Et voilà, et travailler sur la communication. J'ai la chance d'être super bien entouré, notamment mon frère qui est designer et donc m'a fait toute la com, etc. Et puis, il y a beaucoup de familles qui nous supportent. Un joli logo Au Bambou. C'est ça. On reparlera de ton activité après, mais du coup, c'est quoi la réaction de tes proches quand tu leur as dit ok, c'est ça, c'est le bambou? Eh ben, j'en ai pas trop le souvenir parce que j'ai un peu l'habitude de partir un peu dans des projets un peu loufoques. Le voyage, la transat. Forcément, dans le voyage, on a vécu des moments très aventureux et un peu pas communs en tout cas. Et donc, je pense que ça n'a pas du tout surpris mes proches que je parte dans ce délire-là, entre guillemets. Et puis je pense que quelque part ils sont fiers que il y a aussi des personnes qui font des choses un peu différentes, quoi. Le bambou, il a plein de vertus. Est-ce que toi, tu peux nous en parler un petit peu de ces vertus-là? C'est vrai qu'on entend plein de choses en fait. On entend et que le bambou c'est une herbe magique, c'est l'herbe de l'avenir, et en même temps que c'est une herbe qui casse, qui est envahissante. C'est quoi un petit peu le vrai du faux là-dedans pour toi? Et puis de toutes les vertus que tu pourras nous citer, quelles sont toi, celles qui ont vraiment retenu ton attention? Alors moi, le bambou, en effet, je le vois pas du tout comme une plante envahissante. Et d'ailleurs, à l'étranger, ils le voient pas du tout comme ça non plus.
Pour moi, c'est une ressource, donc si elle pousse vite, et c'est le cas, elle pousse jusqu'à, tu l'as dit en introduction, jusqu'à 1 mètre par jour. Alors en France, c'est plus 30 cm par jour, mais déjà, on est sur quelque chose qui pousse assez vite, qui stocke beaucoup plus de carbone parce que en fait, la biomasse, elle se régénère très facilement. Enfin, en tout cas, il y a énormément de vertus écologiques. Évidemment, il y a la construction de maisons, mais il y a aussi la construction d'objets. Des choses qui peuvent être utilisées en alimentation. Par exemple, les pousses de bambou. Enfin, on peut les manger, surtout les variétés qu'on a ici en France. Les variétés qui sont de la famille des Phyllostachys. Ça, c'est une petite aparté, mais voilà, on peut l'utiliser pour le textile. On peut faire du charbon actif aussi de bambou. Ça, c'est un peu, selon moi, l'avenir aussi du bambou. C'est que voilà, le charbon actif, il a plus de 55 utilisations. Donc c'est énorme, et notamment ça élimine les mauvaises odeurs, c'est un fertilisant, c'est un déshumidifiant, ça décontamine l'eau potable. Voilà, donc il y a vraiment plein de... Et avec les résidus du biochar, on peut aussi faire du vinaigre de bambou, qui est notamment utilisé au Japon dans le médical, c'est-à-dire pour des traitements du diabète, contre les inflammations de la peau, enfin voilà, c'est hyper large. Et voilà, et puis bien sûr, ça va au-delà des objets qu'on voit dans les commerces, ustensiles de cuisine, les petits objets en bambou, enfin Les voilà, luminaires, les abat-jours. luminaires, ouais, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et voilà, et donc moi oui, je crois beaucoup à la construction en bambou, pas forcément de maison, mais en tout cas d'aménagement, autour de la maison, à l'intérieur, à l'extérieur. Alors avec une petite méfiance quand même pour l'extérieur, parce que ça reste un matériau naturel, et donc il faut quand même le traiter avec des produits qui sont pas top, on va dire. On en parlera. Ouais. Toi, tu l'utilises du coup un petit peu. Est-ce que tu as testé ces utilisations en alimentation, sur le côté un peu charbon, biomasse ou quoi que ce soit, ou tu t'en es limité, on va dire, à la construction, ce qui est déjà énorme, Ouais. et à l'aménagement? Pour le moment, ouais, je me concentre vraiment sur l'aménagement, parce que l'aspect construction, du coup, j'ai quand même bien expérimenté sur cette maison, même s'il y aurait plein de choses à faire, et évidemment, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais évidemment, on pourrait tester d'autres choses sur cette maison, si j'en construis une autre, où j'accompagne quelqu'un. Ça, c'est aussi peut-être dans une idée de ma future activité, c'est d'essayer de faire de l'accompagnement à l'autoconstruction. Bon, c'est pas le cas pour le moment, parce que la loi française n'autorise pas encore le matériau bambou en tant que matériau de construction. Il n'y a pas de d'assurance décennale sur ce matériau. Par contre, en autoconstruction, entre guillemets, on fait ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en faisant la mienne. Et voilà, et donc voilà, c'est l'utilisation en tout cas que moi j'en fais actuellement, quoi. C'est la construction d'aménagement. Okay. La mêle. Est-ce que malgré tous ces avantages, il y a quand même, selon toi, des défauts? T'es bamboutier, donc tu connais quand même bien le bambou. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut lui reprocher au bambou dans ses différentes utilisations, différents secteurs? Oui. Alors, c'est pas le meilleur bambou au monde qu'on utilise ici. Il y a, par rapport à la Guadoua notamment, le bambou colombien, nous on a, et puis plein d'autres bambous en Asie. Notre bambou français, il fend, avec les variations d'humidité et de chaleur, de température. Donc, d'où l'avantage de l'utiliser sous forme de lamelles, c'est-à-dire qu'on le fend, donc en fait il ne va pas éclater. Et le fait, comme on l'a fait nous ici, de l'intégrer dans un complexe d'isolation, forcément ça va réduire ces différences-là de température et d'hygrométrie. Et donc voilà, c'est un peu le petit défaut qu'on a nous en France, mais en fait on a beaucoup de ressources, donc autant faire en sorte de l'utiliser et de gérer un peu comme on peut avec cette contrainte-là. Oui, mais c'est ça. Qui finalement peut servir pour construire des maisons. Donc, oui, complètement. Ouais. Parce que le bambou que tu as utilisé toi sur ta maison, c'est un bambou qui a poussé en France, c'est pas quelque chose, c'est pas de la Guadoua de Colombie. Non. Donc ça marche aussi. Oui. Il y a beaucoup de bambous qui viennent de Corrèze, en gros, donc pas très loin d'ici, à peut-être 200 km, quelque chose comme ça. Et après chez le voisin. Donc voilà, c'est du bambou relativement local, ouais. On en reparlera après plus dans le détail dans ta maison, mais peut-être que là, vu qu'on en parle, tu peux nous détailler un peu pourquoi tu es allé le chercher en Corrèze?
nous parler de la floraison, qui est quand même un truc un peu mystique autour du bambou, si je dis pas de bêtises. Oui, le bambou fleurit entre 40 et 120 ans en fonction de l'espèce. Donc quand il fleurit, en fait, il a des petits épis, comme des petits épis qui apparaissent. Et il fleurit simultanément partout dans le monde. C'est-à-dire que la même espèce va en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, va fleurir exactement en même temps. Donc ça, c'est un peu un mystère dans la science. Une des explications qui serait plausible, ça serait que dans le génome de la plante, il y a en gros son moment de floraison. Donc en fait, comme c'est tous des clones, ils fleurissent en même temps. Et donc un bambou qui fleurit va mourir, en fait, va vivoter pendant quelques années jusqu'à mourir. Donc en fait là, pour la majorité du bambou qu'on a utilisé dans cette maison, c'est du bambou qui a fleuri en 2018. Et voilà, et donc nous on l'a récupéré en 2024, donc quand même 6 ans après, et sur pied, il avait séché très lentement. Donc en effet, c'est plus difficile de savoir quel bambou est bon et à maturité ou pas. Enfin, en tout cas, ils sont tous à peu près à la même maturité. Ça lisse un peu tout ça. Mais en tout cas, on peut quand même vérifier sa solidité, ses fibres, etc. Quand on le coupe. Et du coup, ce bambou, alors il y a plein de critères qui pourraient rentrer en jeu, mais ce bambou ne fend pas. Il y a eu pas mal de professionnels du bambou qui sont venus voir la maison et qui a été assez surpris justement de voir que ce bambou ne fendait pas par rapport aux autres. Et donc il peut y avoir le traitement qui a joué, donc il y a été un traitement à la chaux et au sel. Il peut y avoir forcément le fait qu'il a été récolté ayant fleuri. Et peut-être c'est la famille aussi, la famille de ce bambou qui a aussi qui a des plutôt bonnes propriétés en termes pour éviter le fondement. Et peut-être que le fait aussi de mettre dans une isolation, ça réduit aussi ce risque-là, quoi. Donc il y a plein de facteurs qui jouent en ma faveur, entre guillemets. Et on ne sait pas exactement en fait lequel est prépondérant là-dedans, c'est un peu encore finalement nouveau, c'est une expérimentation. Et il y a un autre élément auquel il faut être attentif quand on construit une structure en bambou, c'est les vrillettes. Les vrillettes, c'est un petit insecte xylophage qui va manger le bois. Souvent, c'est les vieux meubles en chêne qui sont à la maison, qui ont un peu des petits trous un peu partout, c'est ça, la vrillette. C'est pas très problématique pour le bois, mais pour le bambou, ça l'est, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de matière quand même à l'intérieur, les parois sont moins épaisses. Et en plus, on ne le voit pas. C'est-à-dire que à l'extérieur, le bambou est comme si, naturel, normal, quoi. Et en fait, à l'intérieur, il est en train de se faire ronger. Et le fait, justement, de l'avoir traité, d'avoir pris un bambou qui a pas trop d'amidon, qui a séché très lentement, je pense que c'est aussi un avantage par rapport à ça. Tu parles aussi du coup du traitement par rapport aux insectes, vrillettes, champignons aussi. Tu peux nous redire, toi, comment tu as traité ce bambou, qu'on comprenne en fait que le bambou, tu l'as pas pris tel quel et tu l'as mis directement dans ta maison. Il y a quand même un process de séchage, de stockage, de traitement. Qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que tu as utilisé et qu'est-ce que n'importe qui en fait peut utiliser s'il a du bambou dans son jardin, qui voudrait l'utiliser pour de la lamelle, de la construction, de la réno, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors, je vais commencer par ce qu'on a fait et ensuite ce que je conseille aux gens, parce que c'est pas forcément exactement la même chose. Donc nous, on a récolté le bambou, on l'a amené ici sur ce terrain et on l'a immergé dans une piscine de sel et de chaux pendant 5 jours. C'est une recette que nous avait donnée mon formateur colombien. Donc c'est la chaux aérienne avec un pourcentage de sel qui est aux alentours de 5%, en gros, pour rentrer un peu dans les détails. Et suite à ça, on l'a mis à sécher, c'est-à-dire debout sur une espèce de gros trépied. Ensuite, on les a tous nettoyés un par un parce que la chaux, elle a laissé une pellicule qui était pas agréable à travailler. Et puis, corrosif, certains bambous qui sont corrosifs, certains bambous qui sont apparents, donc il fallait quand même que ça soit joli. Donc ça a été un gros boulot de les nettoyer. C'est notamment, je pense, surtout la chaux qui a créé ça. Et ensuite, on l'a mis en place, on l'a assemblé. Donc, je pense que ça a duré à peu près entre le moment où on l'a traité et le moment où on l'a assemblé pour la première fois, il y a eu quelque chose comme 1 mois, donc ce qui n'est pas tant. Mais le temps de faire toute la construction, de préparer le torchis, tout ça, en fait, la structure elle a commencé à sécher. Et juste avant d'isoler,
on a resserré tous les assemblages avec les boulons parce qu'en fait, quand le bambou il sèche, il se rétracte. Et donc voilà, donc là on n'a plus accès à tout ça, donc il fallait le faire vraiment au dernier moment et attendre un maximum de temps pour qu'il sèche. Et moi ce que je conseille, du coup, ça serait un traitement au sel. Ça se fait déjà depuis très longtemps. Souvent les gens ils mettent le bambou dans la mer carrément, mais beaucoup plus de temps, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Ça, le sel, ça va assécher et ça va enlever tout sucre qu'a encore le bambou qui pourrait potentiellement être intéressant pour les insectes. Voilà, mais il y a aussi toute une partie, ça j'en ai pas encore parlé, la partie sélection du bambou en bambouseraie, qui ça est très importante, c'est-à-dire qu'on récolte un bambou entre 4 et 7 ans. Et ça, soit on le voit en le marquant chaque année si on suit une bambouseraie, donc ça c'est ce que les professionnels font. Mais si, en général c'est le cas, on va dans une bambouseraie et on veut prélever des bambous comme ça, il y a des petits indicateurs qui sont notamment liés aux lichens qui sont autour du bambou, les petites traces blanches, tout ça, ça nous permet de savoir à peu près l'âge du bambou et de pouvoir prélever justement le bambou qui sera assez dense, mais pas trop vieux. C'est-à-dire que en fait, le bambou, quand il pousse déjà avec son diamètre définitif. En quelques mois, il atteint sa taille adulte, en hauteur. Mais par contre, après, au fil des années, il se densifie à l'intérieur et il va devenir de plus en plus résistant. Voilà. Et au-delà de 7 ans, il commence à réduire en résistance mécanique. Et dans ce cas-là, c'est quand même moins intéressant de l'utiliser. Ça, c'est la théorie. Voilà. En tout cas, pour le bambou vert. Après, le bambou qui a fleuri, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà. On parlera aussi peut-être de ça tout à l'heure, mais j'ai créé des repères, notamment sur la structure, pour savoir si la structure bouge ou pas. Bien sûr. Il y a aussi des bambous qui sont intégrés dans l'isolation, mais qui ne sont pas structurels, que je vais pouvoir prélever et voir au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, comment ça évolue. Voilà, donc c'est un peu archaïque, on va dire. C'est pas hyper scientifique, mais voilà, c'est un peu du bon sens. C'est expérimental. Voilà, ça reste expérimental. C'est complètement scientifique. C'est ça. Ouais, c'est intéressant, on en reparlera effectivement peut-être de tout ça, du détail un peu constructif de ta maison, on va en parler juste après. Tu parlais du bambou qui se densifie, ça veut dire qu'en fait, toi tu vas venir par exemple pour le bambou d'aménagement extérieur-intérieur, venir chercher des bambous qui ont quel âge, et pour de la construction ou des choses un peu plus structurelles, c'est quoi les ordres de maturité qu'il faut avoir selon ce qu'on veut en faire? C'est ça, c'est entre 4 et 7 ans. Okay. Dans tous les cas. C'est vrai que pour la lamelle, c'est un peu moins important quand même de respecter ça. Mais globalement, comme on prélève le bambou en hiver, c'est comme le bois. C'est-à-dire qu'on essaie de respecter la lune descendante, que ça soit le moment où il y a le moins de sève possible et d'amidon dans la canne. En fait, on le prélève au mieux et ensuite, il est utilisé ou en lamelle ou en canne brute. Mais on essaie de bien le sélectionner dès le début. Ouais. Et après, tu parlais du coup de ce mode de traitement, alors que tout le monde peut peut-être pas faire chez soi, qui est de l'eau de mer. Ça paraît contre-intuitif en fait de plonger un bambou dans l'eau pour l'assécher. C'est quelque chose qu'on fait pas avec le bois, par exemple, ou alors pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres manières après, une fois que le bambou est traité, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus similaires qu'avec le bois, par exemple, je sais pas, on vient le traiter avec de l'huile, est-ce qu'il y a des produits spéciaux pour venir protéger un peu un bambou qui serait à l'extérieur? Oui. Oui, il y a des produits qui existent, qui sont, enfin on vient ou pas d'ailleurs, on peut juste l'appliquer comme ça, mais on peut aussi immerger dans de l'huile, et là ça va venir un peu fermer tous les pores et protéger le bambou, le rendre plus durable à l'extérieur. Il y a aussi des traitements thermiques qui peuvent être intéressants. Essayer de le sécher au maximum et qu'il y ait encore une fois le moins d'amidon possible. Mais après, il y a surtout un traitement, alors ça je ne sais pas exactement si on peut vraiment en trouver en France. En fait, en Colombie, en Asie, ils traitent le bambou avec de l'acide borique et du borax. Donc en fait alors je pense que si je me trompe pas, c'est le borax qui est utilisé en France parce que notamment il est présent dans la boîte de cellulose qu'on met en isolation dans les maisons. C'est notamment un adjuvant, un inifuge. Inifuge et je me semble aussi pour les rongeurs, si je oui, c'est ça, ouais.
Et donc, ça, c'est un traitement qui fonctionne, qui est prouvé, qui est utilisé partout dans le monde, voilà. Mais c'est juste que c'est beaucoup moins écologique. Et là, l'idée, c'était d'expérimenter un traitement plus Trop bien. respectueux. On a hâte que tu sortes tes bambous témoins de ta structure Ouais. pour voir à quoi ça ressemble. Ta maison, justement, on en parle comme une première nationale. C'est la première maison ossature bambou de France. C'est vrai ce qu'on dit ou pas? Eh bien, apparemment, oui. En tout cas, j'ai pas connaissance d'une autre maison de ce type en France. Ça, on l'a appris pendant la construction et notamment pendant justement la visite des professionnels, là. Parce qu'il y a un cercle des bamboutiers qui existe en France. Et voilà, on se réunit tous les 6 mois à peu près. D'ailleurs, on s'est connus comme ça tous les deux. Ouais. Et voilà. Et donc oui, a priori, c'est la première. Voilà. Je suis heureux de l'apprendre. Ça marque encore plus le côté expérimental et un peu projet fou dont tu parlais en introduction aussi, quoi. Mais Ouais. c'est trop bien parce qu'effectivement ça montre que c'est possible et ça montre que le bambou a d'autres utilisations que celui qu'on retrouve beaucoup chez les bamboutiers, qui a beaucoup d'aménagement, beaucoup de création sur mesure, etc. Mais alors même si c'est pas toi ton secteur d'activité, de montrer que c'est possible, je trouve ça vraiment chouette. Et la maison est belle pour l'avoir visitée. On a des vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu la maison et son environnement. Elle est vraiment belle. Mais est-ce que en vrai, une maison en bambou ça tient? Est-ce que ça tient sur le long terme? Est-ce que ça tient la pluie, le feu, toutes les idées préconçues qu'on peut en avoir? Tu réponds quoi à tout ça? Alors, donc on a fait en sorte de mettre un gros chapeau et des bonnes bottes à la maison en bambou. C'est-à-dire qu'il y a un débord de toit qui est quand même assez conséquent. Tous les bambous sont bien protégés. Et la maison est sur pilotis bois, donc sur une plateforme qui est avec du bois rond de la forêt. Et donc ça c'est pour la partie soleil et pluie, donc il est très bien protégé. Et pour tout ce qui est feu, ça peut paraître dangereux en tout cas d'utiliser la paille, mais finalement là il y a une couche de protection qui est entre le terre-paille qui lui sert d'isolation, qui est en fait beaucoup de fibres et très peu de terre. Aux extrémités de l'isolation, il y a un torchis, donc qui est un peu l'inverse, qui est beaucoup de terre et très peu de paille. La paille va juste servir de fibres pour éviter trop de fissures quand l'argile sèche. Mais voilà, donc ça vient protéger le feu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, carrément. Si je voulais juste rebondir sur quelque chose. La durabilité aussi, peut-être? Oui. Alors, la durabilité, donc voilà, c'est une maison. Donc nous, par exemple, on se projette entre 5 et 10 ans dans cette maison. Donc c'est pour ça qu'on est allé aussi loin dans l'expérimentation. Moi, je suis quand même relativement confiant parce que, en tout cas, on a mis beaucoup de chance de notre côté pour que la maison soit la plus durable possible. Je peux pas dire que, bien sûr, ça serait une maison centenaire, on ne sait pas. Mais voilà, je vous dirai ça dans un prochain podcast. Peut-être que ce sera un peu l'équivalent de la maison feuillette avec la construction paille, avec le bambou. C'est ça. On la retrouvera dans 100 ans avec des bambous qui n'auront pas bougé. C'est ça. Et en ce qui concerne la beauté de la maison, je voulais juste préciser que en fait, j'ai un peu voulu l'architecture de cette maison comme une maison un peu classique dans sa forme, pas forcément dans les matériaux, mais dans le fait qu'elle soit rectangle. Bon, elle respecte le nombre d'or, mais ça c'est un délire d'avant. En tout cas, on s'y sent bien et quand on arrive comme ça, les murs sont relativement droits, c'est pas des torchis qui sont très courbés, des enduits qui sont très, très courbés. C'est une forme vue d'en haut très, très simple. Et voilà, et ça permet en tout cas je l'espère, aux gens de se dire c'est possible d'avoir une maison qui respecte l'environnement, éco-construite, qui ressemble vraiment à une maison et on s'y sent bien, quoi. Ouais, carrément. Tu nous as parlé un peu de la durabilité, du fait que tu as mis quand même pas mal d'éléments de ton côté. Tu m'avais expliqué un petit peu en amont d'interview que tu avais mis des repères
notamment sur les fondations pour voir si ça bouge ou pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Oui. Donc on est sur fondation pneus. C'est-à-dire que, donc en fait, pour reprendre, on a fait des trous, on a mis des pneus, on a mis des cailloux à l'intérieur. Au-dessus de ça, donc c'est tout un complexe un peu précis, mais ça pareil, je pourrais cool. l'expliquer après. Au-dessus de ça, il y a un poteau donc en bois rond. Et sur ces poteaux, il y a toutes les poutres qui viennent s'y mettre et tous les contreventements. Donc en gros, toutes les diagonales qui vont éviter que la structure elle se déforme. Et donc sur ça, il y a beaucoup de repères, c'est-à-dire j'ai juste mis des vis avec une peinture un peu flashy pour que moi, au fur et à mesure du temps, je revienne avec une règle et un niveau pour vérifier l'aplomb des poteaux, vérifier le niveau des poutres et être sûr que la structure ne bouge pas. Voilà, donc il y a quand même une vigilance là-dessus parce qu'on est sur un terrain en pente, on est Très argileux, mais on a la chance d'avoir la roche en dessous, donc il y a beaucoup de goujons d'ancrage aussi qui viennent retenir et contreventer la plateforme. Voilà, donc on est sur une base, je pense, très solide. Et voilà, et après, pour reparler du bambou, pareil, il y a aussi beaucoup de... L'ossature est quand même assez fournie. Et il y a beaucoup de diagonales, il y a un peu de métal aussi qui nous aide à contreventer tout ça. Et voilà. Tu as des photos, il me semble, je sais pas si c'est sur ton site, qu'on peut retrouver des photos de la maison où on voit vraiment juste l'ossature en fait, et comment elle est faite. Ou alors c'est peut-être sur LinkedIn, sur les réseaux ou sur Insta, je sais plus où j'avais vu ça. Plutôt, ouais, il y en a assez peu des photos de la maison parce que je veux pas trop communiquer, en tout cas pour mon entreprise, je veux pas trop communiquer dessus parce que c'est pas vraiment ce que je Pas ton produit. ce que je veux faire, même si ça va peut-être évoluer. Peut-être que tu pourras en mettre en lien, on pourra s'organiser pour que les gens puissent voir. Tu nous as parlé du coup des fondations, donc on a bien compris, donc c'est des pneus, du gravier, à l'intérieur de ces pneus, ensuite on a des poteaux en bois de la forêt brûlés pour éviter du coup, en tout cas pour améliorer leur longévité et leur durabilité. Ensuite on a donc ce platelage sur lequel vient s'inscrire la maison, une ossature en bambou, et du coup le terre-paille vient de chaque côté du bambou en fait, c'est ça, on vient vraiment encercler le bambou et faire les murs en fait, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc la technique, ça s'appelle le terre-paille allégé. En fait, on vient coffrer, donc mettre une planche de chaque côté du mur. Et on prépare un mélange de terre-paille avec beaucoup de paille et très peu de terre. Qu'on laisse reposer sous bâche pendant plusieurs jours si on peut. Enfin, le minimum, c'est une nuit pour que la fibre elle se ramollisse et qu'elle puisse plus facilement être compactée ensuite dans ce coffrage. Et ensuite, c'est comme une échelle, quoi. On vient enlever la planche du dessous. Alors c'est pareil, c'est mieux si on attend au moins 24 heures la planche du dessous pour éviter qu'il y ait trop de fibres qui rebiquent direct après avoir enlevé la planche. Et du coup, on monte petit à petit. Voilà, donc ça c'est l'isolation jusque quasiment en haut de la structure, sauf qu'à la fin, on est un peu embêté parce qu'on n'a plus de place pour aller tasser par le haut. Donc en fait, on vient faire des adobes, c'est des briques de terre crue qui sont séchées au soleil. Donc en fait, c'est un torchis qui est moulé. Et donc ça, cette brique, on vient la glisser sur les derniers centimètres, sur les 10 derniers centimètres à peu près de l'isolation. Et voilà, et ensuite... L'avantage de cette technique, c'est que on peut aller dans tous les recoins du bambou. Le bambou est rond, donc c'est pas évident de trouver d'autres isolants qui vont pouvoir aller compléter tout ça. Mais voilà, moi je pense que si j'avais à refaire une maison, j'essaierais justement la ouate de cellulose avec un coffrage intérieur et extérieur pour venir justement souffler très rapidement dans les murs. Parce que là, faut imaginer qu'on était beaucoup et on a mis, je dirais à peu près en moyenne, 5 personnes et on a mis un mois, quoi. Un mois à 5 pour isoler toute la maison. Donc c'est assez long. C'est énormément de manutention, de préparer les mélanges, etc., de venir les amener au seau, etc. On est sur un terrain accidenté, on est un peu loin des accès, etc. Donc voilà, c'était tout un défi technique et heureusement on a eu plein de bonnes âmes qui nous ont aidés. Après, la terre, du coup, elle venait du site. La paille, j'imagine qu'elle ne devait pas venir de très loin. La paille vient d'un paysan qui est à 20 minutes d'ici.
Oui, la terre, elle vient de la marque, elle est juste à 10 mètres de la maison. Donc ça, c'est quand même, en termes écologiquement, en tout cas, c'est difficile de faire mieux, même si, oui, la boîte de cellulose, pour le coup, aurait permis de gagner en temps Oui. énormément, quoi. Oui. Mais c'était aussi, j'imagine, dans la démarche, dans l'expérimentation, de faire un truc qui soit le plus écolo Possible, oui. possible. Oui, complètement. D'utiliser au maximum la ressource locale, c'est quand même beaucoup moins de transport. Je l'ai dit, on n'a pas un accès incroyable. Donc, voilà, le fait d'utiliser un maximum de matériaux d'ici, on oblige, entre guillemets, ça a beaucoup de sens, quoi. On s'oblige à faire avec, mais en fait, c'est comme ça que ça se faisait aussi à l'époque, quoi. Je veux dire, si on repart un peu dans tout ça, comment les gens construisaient des maisons avant, évidemment qu'ils faisaient avec la ressource locale, donc pourquoi pas maintenant. Et puisqu'on est sur l'isolation, je peux juste expliquer un peu comment on a isolé le plancher. En fait, on est allé tondre des brebis, donc pas nous directement, mais on est allé participer à une tonte chez un berger dans l'Aude, par l'intermédiaire d'un ami qui avait ce contact-là. Et donc, en échange d'aider un peu aux manips, on a pu récolter du coup cette laine qui est de la laine brute non lavée de brebis. Et donc on l'a stocké dans des big bags, dans des gros sacs de 1 mètre cube là, quelques mois, donc en essayant d'éviter qu'il y ait trop d'humidité et tout. Et ensuite on l'a mis directement comme ça, sans la laver, avec de la chaux aérienne, donc qui vient un peu aseptiser cet environnement, qui peut être potentiellement un nid à rongeurs un nid à rongeurs. Le fait de laisser aussi l'anoline sur la laine, ça permet de la protéger des rongeurs, tout ça. Et voilà, donc on a enfermé cette laine dans un coffrage, donc avec de l'OSB étanche au-dessus et un pare-pluie en dessous. Et donc ça sent pas. Et bon, on a une copine qui l'a fait, qui a sa maison depuis 4 ans et elle a ouvert il n'y a pas longtemps et puis tout va bien. En fait, c'est une technique, je pense, qui est relativement simple à appliquer et qui isole très bien. Elle a aussi fait ce traitement avec de la chaux aérienne, oui. Du coup. Okay. Oui. Et après, le toit, c'est de la laine de bois en plaque. Donc ça reste écologique, mais un peu plus industriel. Et ça, pour le coup, il y a quand même une bonne inertie thermique. C'est vraiment un truc qui est un très bon rapport qualité-prix. La filière, elle est bien en place, tout ça. Donc c'est quand même un chouette matériau par rapport à ça, même si j'aurais aimé l'isoler en bambou parce que il y a une filière d'isolation en bambou qui se crée. Et voilà, ça aurait été chouette de mettre du bambou à la place de la laine de bois, mais ils n'avaient pas encore sorti leur panneau. Alors je me souviens plus du nom. Mais c'est du bambou sous quelle forme? En tout cas, c'est des panneaux. C'est des panneaux souples comme ça. D'accord, avec de la fibre de. Donc ça ressemble en fait à un panneau de laine de bois. Ouais, mais c'est même de biofibre de chanvre coton. Ouais, chanvre lin coton. Ouais. Ok. Ouais, ça ressemble à ça, je crois. Ouais. Ok, ça marche. Et c'est un produit français? C'est un produit français. Ouais, ok, je connaissais pas du tout. Ouais. Tu sais vers où je pourrais retrouver le nom. Il me semble que c'est le nord-est de la France. D'accord. Quelque chose comme ça. Ça peut être une alternative à la laine de bois sur l'isolation des planchers, murs, plafonds. Exactement. Ok, c'est ça. Intéressant. Ouais. Au-delà de tout le mode constructif du coup que tu as expliqué, l'isolation, etc., c'est un projet qui est au-delà de ça, qui vise en tout cas, ou qui est déjà même, qui vise pas, mais qui est en autonomie. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de l'approvisionnement et puis des modes de chauffage du coup, et de consommation d'électricité? Oui. Alors, donc en effet, tu l'as dit, on est totalement autonome sur le lieu. On a 4 panneaux, équivalent de 1600 watts, je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais avec des batteries, dont 2 panneaux sur suivi solaire, c'est-à-dire qu'ils suivent en élévation et en azimut la courbe du soleil dans le ciel, en fonction des saisons. Et ça nous permet, sur ces 2 panneaux, en tout cas, de gagner jusqu'à 40% d'efficacité. Voilà, je pars un peu dans le technique, mais en tout cas, c'est un système assez confort en été, même très confort en été. Et puis en hiver, ça nous suffit. C'est juste que parfois, en journée un peu nuageuse en hiver, on peut juste manquer d'élec pour le côté chauffage électrique, chauffe-eau électrique.
C'est-à-dire qu'on utilise le surplus de ce que nous fournissent les panneaux. Au lieu de les mettre dans les batteries quand celles-ci sont pleines, eh bien, il y a une deuxième sortie qui vient alimenter un chauffe-eau. Donc en fait, on a de l'eau chaude électrique avec un petit chauffe-eau de 30 litres qui vient voilà, nous faire comme à la maison, quoi. On ouvre le robinet, on a de l'eau chaude, enfin, c'est fou, quoi. C'est vrai que c'est assez dingue, mais vous avez quand même réduit, et ça c'est quelque chose que tu avais réfléchi déjà, du coup tu disais dès la fin de la Colombie un peu à cette démarche-là et à réduire la consommation d'énergie de manière générale. Oui. Après, on n'est pas les champions en termes de réduction de consommation. Enfin, évidemment, on est autonome, donc on fait un peu attention, mais on reste relativement confort au niveau de l'élec. Bien sûr, il y a des petits tips, par exemple, pas de four électrique, ça c'est pas possible, pas de bouilloire. Enfin voilà, il y a tout ce qui est un peu résistance électrique, pas de lave-linge non plus. Ou alors si c'est lave-linge, c'est en enlevant la résistance. Enfin voilà, il y a des petits trucs quand même à savoir sur l'autonomie élec. Et voilà. Et donc ça c'est l'élec. Sur l'eau, ben, on récupère l'eau de pluie dans des cuves de 1000 litres qu'on a protégées des UV pour éviter qu'il y ait des algues qui prolifèrent. On a des filtres en sortie, donc une pompe qui remonte cette eau dans la maison. Il y a plusieurs filtres qui viennent, 3 filtres en gros, dont un au charbon actif. Je pourrais d'ailleurs utiliser du charbon actif de bambou, mais je ne suis pas encore à cette étape-là. Et voilà, donc ça, cette eau-là, on s'en sert pour la vaisselle, la douche, voilà, pour nettoyer, etc. Ensuite, cette eau-là, on la refiltre via un filtre à gravité en céramique qui est un Berkey. Et donc cette eau-là, on la cuisine, c'est-à-dire qu'on la rebout, entre guillemets, pour encore plus la traiter. Et donc l'eau qu'on boit directement comme ça, sans la cuire, elle, on va la chercher à la source, qui est pas très loin d'ici. Et là, pour le coup, on est garanti que c'est une eau saine, avec des minéraux, etc. Parce que l'eau de pluie n'a pas de minéraux. Donc voilà, et puis on s'affranchit un peu des risques potentiels qu'il peut y avoir dans l'eau de pluie, même si, pour moi, maintenant, dans l'eau du robinet, il y a énormément de produits chimiques, des PFAS, plein de choses qui sont néfastes. Et donc, l'eau de pluie, entre guillemets, le fait d'évaporer, déjà, il y a une filtration qui se crée, quoi. Et voilà. Et après, tout ce qui est chauffage, en hiver, on est entouré de bois, donc en fait, la ressource, elle est ultra locale. Et voilà. Et en plus, c'est du chêne, donc c'est parfait. Ça fait combien de temps que vous habitez dans la maison, niveau confort? Vous êtes comment? Ça fait quelque chose comme 8 mois. Super, au top. Là, il fait très chaud en ce moment au mois de juin, mais ça va, c'est relativement supportable quand même à l'intérieur de la maison. Si on ferme tout et tout, ça reste quand même relativement frais. Et en hiver, c'est le top. Vraiment, on manque pas du tout d'isolation vu la capacité du poêle qu'on a. La terre, ça procure aussi une sensation de bien-être pas explicable. Enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, les murs sont pas froids, il n'y a pas de courant d'air. Enfin, il y a plein de maisons qui sont comme ça. Et puis voilà, on est sur des matériaux hyper sains, il n'y a pas de COV. En tout cas, c'est tout un ensemble qui fait qu'en fait, la terre, c'est génial. Ça régule l'hygrométrie aussi, les odeurs. Voilà, un peu comme le biochar. On est très très content et bon, l'environnement est aussi incroyable. Voilà, on s'y plaît vraiment. Sur la conception, comment ça s'est fait, les plans, l'idée, les formes, les complexes aussi d'isolation, ne serait-ce que ça? Ouais. Et justement, mes 2 ans alors tu as dit 3 tout à l'heure, mais c'est 2 ans de salariat dans l'entreprise, ça m'a vraiment formé sur comment créer une ossature bois, comment construire des maisons, parce qu'en gros on a construit 3 maisons, je les ai aidés à construire 3 maisons à peu près. Et donc l'ossature de la maison, c'est un mix entre de l'ossature bois classique et la technique colombienne, qui est en fait 4 poteaux. Et autour de ces 4 poteaux, on vient moiser, donc en fait mettre, prendre en sandwich les poutres, la charpente, etc.
Et donc voilà, ça c'était assez rapide entre guillemets et simple pour moi visuellement de faire l'ossature. Voilà, c'est juste que oui, par rapport au bambou, il y a bien sûr des choses à prendre en compte, c'est-à-dire que le bambou il est très fort en traction et en compression, surtout en compression d'ailleurs. Donc en poteau c'est génial. Mais par contre il peut partir très vite en flexion et là, plier un bambou c'est très facile parce que même si il y a assez peu d'épaisseur finalement de matériaux et donc il flanche rapidement. Donc par exemple les poteaux, souvent il faut lier les 4 poteaux ensemble pour éviter que si sur 3 mètres il y a une pression qui vient du haut, les bambous ils risquent de s'écarter par exemple. Il y a des petits trucs comme ça à prendre en compte. Et là où justement on a des poutres, des choses horizontales, on vient mettre plusieurs épaisseurs de bambou en fait tout simplement. Ouais. Tu viens, au lieu d'en mettre un, t'en mets deux, t'en mets trois. Voilà, par exemple. Ouais, Ok. c'est ça. Ça, c'est un peu la base de la construction. Après, là, on a essayé de faire un peu une maison bioclimatique, dans le sens où la salle de bain, c'est la pièce qui a le plus de lumière. Donc, il y a une grande baie vitrée avec d'ailleurs une baignoire encastrée vue sur l'environnement, etc. Enfin, c'est très, très chouette, très agréable. Et donc cette pièce-là, avec plein de plantes, l'idée c'est que le soleil puisse rentrer en hiver, mais pas en été, donc il y a un débord de toit calculé en fonction. Et ça vient, en hiver, ça vient chauffer un mur de masse thermique, donc un mur qui est vraiment avec beaucoup de terre, juste derrière, et donc qui vient rediffuser cette chaleur-là pendant la nuit. Et le poêle, il est relativement proche, alors pas assez, ça, c'est une petite amélioration à faire, relativement proche de ce même mur, qui est du coup est de l'autre côté. Et pareil, il vient chauffer ce mur à inertie thermique, entre guillemets. Donc elle est un petit peu pensée comme ça. Donc les débords de toit sont calculés avec des simulations 3D. Il y a eu aussi une petite étude de structure avant. Ok. Avant même le voyage, j'avais un peu calculé tout ça, de manière pas forcément avec un logiciel, mais en tout cas, on m'avait appris à le faire en formation. Ok. Et d'ailleurs, c'était dimensionné pour des charpentes en bois rond. J'avais Ok, donc prévu à la beaucoup base plus de lourd. faire une maison, ouais, donc plus lourd. Donc voilà, normalement, ça devrait pas trop poser de soucis. On a parlé un peu du séchage, de la ressource, comment aller chercher le bambou, à quoi il faut faire attention, etc. À quoi d'autre il faudrait faire attention dans un chantier, une maison en bambou, qu'on n'aurait éventuellement pas dit? Il y a quand même des particularités autour du bambou qui sont assez différentes du bois. C'est-à-dire que, par exemple, on évite les fixations qui sont à la fin du bambou sans qu'il y ait de nœuds derrière. Donc les nœuds du bambou sont hyper importants dans les assemblages. C'est ça qui vient rigidifier tout l'ensemble, sinon il a tendance à fendre assez facilement. Voilà, et ça me fait penser que la particularité du bambou, c'est qu'en fait on s'adapte aussi à la matière. C'est-à-dire que c'est pas comme si on va acheter du bois à la scierie, à la bonne section, etc. Non, là il faut le choisir en fonction de son diamètre, en fonction de sa courbe, s'il a une courbe. Et puis voilà, où on va mettre l'assemblage. Il y a en fait, souvent on a une cote, on a une mesure, et on a plusieurs bambous et on teste cette cote sur le bambou. Et en fonction de là où arrivent les nœuds, on choisit ce bambou ou pas, quoi. C'est vraiment, on s'adapte au matériau. Et donc forcément, ça rend le truc un peu plus complexe, mais en même temps, c'est ça qui est chouette aussi. Enfin, on n'est pas à fond dans la maîtrise non plus du matériau, quoi. Est-ce que tu as un ordre d'idée du coût global du chantier? Oui. Donc, hors autonomie, c'est-à-dire panneaux solaires, batteries, câbles, cuve, pompe, tout ça, on a à peu près à 16 000 € de frais, sachant que ça représente à peu près 700 € du mètre carré, ce qui est rien. En fait, c'est la moitié de la moyenne française de l'autoconstruction. L'autoconstruction en France, c'est 1400 € du mètre carré. La construction classique en briques par pain, c'est 1005. Et là, sur les maisons un peu bottes de paille, écolo, tout ça, on passe les 2000, voire bien passé. Et donc voilà, donc on est quand même sur un coût assez faible. Mais ça, c'est vraiment lié au fait que on utilise au maximum la ressource locale. On n'a pas eu d'employés à payer non plus.
et on a fait énormément de réemploi. C'est-à-dire que les tôles, c'est mon beau-père qui les a poncées, repeints. Enfin, il a passé tout son été à faire ça. Donc il nous a vraiment aidé sur ça et plein d'autres choses. Les fenêtres, toutes les ouvertures, c'est pareil, c'est de l'occasion. Par exemple, la porte, voilà, on l'a poncée, repeinte. Il y a quelques fenêtres qui s'ouvrent qu'on a récupérées comme ça sur le Bon Coin, mais tout ce qui est châssis fixe, en fait, c'est des fenêtres qui ont été retaillées, c'est-à-dire que vous le verrez sur les photos, les fenêtres qui sont en mode panoramique longue, en fait, c'est des portes vitrées qui sont à la base qui ont 40 ans, quoi. C'est les premiers doubles vitrages qui ont existé. Et en fait, on les a retaillés pour faire un panorama un peu sur l'environnement et sur la forêt, parce qu'on est quand même pas mal entouré d'arbres. Donc voilà, donc il y a eu ça. Tout le poêle, c'est de l'occasion. Frigo, gazinière, enfin tout ce qui est ameublement, tout ça, c'est de l'occasion. Il y a juste, en fait, ce qu'on a acheté réellement, c'est juste le bois, c'est-à-dire les planches, souvent. L'OSB par exemple, qui vient plaquer le sol pour le moment. C'est pas encore totalement fini la maison, on va le recouvrir, mais voilà. Enfin, il y a le plancher de la mezzanine qui a aussi été acheté, les voliges aussi un peu, tout ce qui est les gouttières, mais enfin voilà, disons que dès qu'on pouvait, on est passé sur quelque chose de réemploi. Voilà, donc le coût il est quand même bien réduit. Oui, parce que du coup il y a la taille de la maison peut-être est plus faible que d'autres maisons, mais tu disais au mètre carré, en fait, ça revient quand même beaucoup moins cher que tout le reste, quoi. Ouais. Je pense qu'effectivement, sur le réemploi, ça a été beaucoup d'économies, et la ressource, même en bambou, je pense qu'il peut-être est moins cher que le bois, je ne sais pas. Alors là, forcément. le bambou, on l'a eu gratuitement. C'est moins cher que le bois. Quoique le bois, du coup, en tout ce fondation... qui est gratuit est dans mes prix. mais tout le bois qui est en fondation, et aussi fait de la forêt, donc ça vous a pas... C'est ça. Donc, ouais. Les pneus, bien sûr, c'est de la récup. Les cailloux, ça coûte pas très cher. Oui, non, le gros avantage du bambou, c'est que souvent les gens savent pas quoi en faire et en donnent, quoi, vraiment. Ouais. Donc il faut quand même bien le sélectionner, s'y connaître un petit peu. Bien sûr. Mais voilà, c'est une ressource qui est pas du tout valorisée, mais elle est valorisable. Au-delà du coût financier, le coût environnemental de ce projet, alors on imagine qu'il peut être en dessous de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, dans les grandes lignes, parce qu'en fait, en général, quand on s'intéresse au bilan environnemental d'un projet, que ce soit à coût carbone, l'extraction des matières, le transport, etc., c'est souvent les fondations déjà qui vont être assez costauds, les dalles béton notamment. Là, est-ce que toi, tu as pu te pencher sur une sorte d'analyse de cycle de vie, ou en tout cas une estimation du coût environnemental ? Non, je ne m'y suis pas penché, j'avoue. Mais voilà, si quelqu'un est motivé pour faire un calcul de tout ça, je suis intéressé. Non, on a essayé de faire au mieux avec un maximum de bon sens. Voilà, enfin, la maison n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais oui, je pense que quand même globalement par rapport à la moyenne, on est bien. Et je ne saurais pas dire exactement l'impact précisément qu'elle a. Merci beaucoup pour ce tour de ta maison. C'est vraiment, encore une fois, un chouette projet. Au-delà de ta maison, est-ce que toi tu penses que le bambou peut concurrencer le bois dans la construction ? Est-ce que toi tu t'en es servi du bois à des endroits, et pourquoi on ne pouvait pas le remplacer pour du bambou ? À l'heure actuelle des choses, ça serait très compliqué de remplacer tout le bois en bambou. Mais il y a des choses qui se créent. Justement, je parlais des isolants en bambou tout à l'heure. Il y a aussi des entreprises qui utilisent le bambou de manière un peu plus industrielle, c'est-à-dire pour des panneaux de particules qui en gros démarchent des agriculteurs pour créer des champs de bambou qui sont moissonnables. Et donc grâce à ça, on pourrait avoir des panneaux, des planches, etc. Il y a d'autres entreprises qui font par exemple des lames de terrasse en bambou, mais bon, c'est du bambou qui vient de Chine. Enfin, voilà, en tout cas, pour le moment, c'est pas évident surtout de faire avec du bambou français une maison entière.
Mais l'idée, c'est de planter un maximum de bambous dans les prochaines années parce que pour moi, c'est vraiment une valeur écologique hyper intéressante. Ça ne demande pas de pesticides, ça repousse tout seul, c'est vivace. Il y a vraiment plein d'avantages. Et en plus, la ressource du bois, elle se raréfie. Donc en fait, ça a du sens d'utiliser du bambou, en tout cas d'utiliser au maximum des structures hybrides, quoi, bois-bambou. Vraiment en alliant les deux, on peut faire vraiment des choses chouettes. Bon, on a pas mal parlé de ta maison. Je propose qu'on fasse un petit tour du côté de ton activité, parce que en fait, toi, tu ne construis pas des maisons, c'est pas ton business. T'en as construit une qui est très chouette et c'est cool de la partager, mais toi, tu as créé ton entreprise récemment. Elle s'appelle Au Bamboo. C'est quoi Au Bamboo? Au Bamboo, c'est une entreprise d'aménagement extérieur et intérieur en bambou. Donc pas avec du bambou brut, mais surtout avec des lamelles de bambou. Et en fait, je propose à des professionnels et des particuliers des créations sur mesure. Donc ça peut être la décoration intérieure, ça peut être des lustres, ça peut être des arches, ça peut être des dômes, voilà, c'est peut-être beaucoup de choses, des pergolas. Voilà, de la scénographie aussi, pas mal. Ça se prête beaucoup au festival. D'autant plus que moi, mon ancien métier, c'est technicien audiovisuel. Donc vraiment, j'ai envie de rajouter un peu ce côté-là technique qui est un peu moins éco-responsable, j'avoue. J'ai quand même... je prête attention à ça, mais en tout cas, voilà, pour moi, là où vraiment on va faire aussi changer les esprits, c'est en rendant les choses les plus jolies possibles. Et la lumière, elle rajoute ce côté un peu nature, très cocooning, tout ça du bambou. Moderne aussi, très... Moderne, ouais, complètement. Ouais. Donc voilà, donc moi je m'oriente aussi vers ça, la mise en lumière des structures bambou. Donc en fait, voilà, c'est plein de types de structures différentes, surtout en lamelles. Voilà. Et puis mes clients, ce sont surtout des bars, des restaurants, des hôtels et des architectes d'intérieur, par exemple. Ça peut être des wedding planners aussi, qui organisent des mariages, parce que j'ai notamment un produit phare qui est une arche en bambou où je viens monter sur place lors des événements cette structure. Et puis voilà, il y a aussi la mise en lumière qui est possible de ça. Des architectes aussi tout court, pas forcément d'intérieur, des paysagistes concepteurs aussi qui vont créer des espaces extérieurs. Ça peut être des sculptures aussi en lamelles de bambou, des animaux, des raimentas, des truites, des bambis, enfin voilà, ça peut être forcément plein de choses. Voilà. Il y a des photos, il me semble que l'arche elle est disponible, on peut la voir sur ton site, oui. Ou même en lumière, il me semble, ou pas? Sur bamboo.fr, il y a même une petite vidéo qui a été faite. Ouais. C'est joli, ça vaut la peine d'être vu, c'est vraiment cool ce que ça donne. Ouais, l'idée là, c'est d'essayer de créer une immersion un peu, quoi. C'est servir de la forme du tunnel pour essayer de faire un peu des mouvements de va-et-vient avec la lumière, créer un peu et préparer un peu le client entre guillemets à une expérience un peu hors du commun, quoi, avant d'entrer dans le lieu. Mais ça, je l'avais pas forcément prévu, mais ça peut aussi être un endroit où les gens ils se prennent en photo sur Instagram, tout ça, ça fonctionne pas mal apparemment. J'ai un restaurant qui me l'a confirmé. Voilà, donc c'est plutôt des structures design en bambou, c'est pas forcément des structures brutes type paillote, quoi. C'est souvent dans l'imaginaire collectif, on a ça en tête, mais il faut vraiment aller voir parce que c'est assez difficile à expliquer. Ouais, je comprends. C'est quoi l'origine du nom Au Bamboo? À la base, c'est juste le mot bambou en anglais et le dernier O est revenu au début. À la base, c'est juste ça. Voilà. Et du coup, mon frère Vivien m'a beaucoup aidé à toute la communication autour de ça et à faire le logo et puis le nom. Il m'épaule pas mal là-dessus. Et toi, du coup, tu travailles beaucoup le bambou en lamelle, on en a parlé. Est-ce que tu peux en fait décrire comment tu fais la lamelle, comment tu la fabriques? Déjà, on va récolter le bambou en bambouserai. Ensuite, on l'amène, on le stocke, on le sèche si on peut, on le fend. Donc la lamelle, elle se fond avec un fondoir. Donc en fait, c'est comme un gros camembert avec des lames. Un fondoir, il peut avoir
6 lames ou 4 lames. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs tailles différentes et de sections différentes pour pouvoir voilà, avoir ce bambou fendu avec des lamelles à peu près de la même largeur. Et ensuite, on vient raboter l'intérieur du bambou notamment pour enlever les restes des diaphragmes qui sont en fait les restes de nœuds sur le bambou brut. Et ensuite, on vient le poncer et l'assembler. Et voilà. Et donc, c'est un travail un peu de longue haleine parce que on transforme un peu ce matériau-là pour en faire des choses un peu différentes. Mais voilà, c'est ce qui rend le truc aussi original. Où est-ce que tu t'approvisionnes, toi, dans le cadre de tes projets sur Obambo? Tu parlais d'un projet à Antibes, tu as des projets du coup de restaurants et là de festival qui était vers Toulouse. Est-ce que tu viens du coup toujours, j'imagine que tu travailles dans ton coin, donc tu viens chercher le bambou dans le coin, ou est-ce que tu vas chercher du bambou en fonction de l'endroit où il est? Comment tu fonctionnes? Non, c'est plutôt en hiver quand l'activité à l'extérieur est un peu plus calme. Je viens récolter le bambou dans les bambouseries locales. Voilà, j'ai un peu des partenaires qui me laissent leur site à disposition pour pouvoir voilà, prélever comme je veux, à la maturité que je veux, et puis voilà, le stocker en attendant les projets. Ok, ça veut dire que du coup c'est des bambouseries sur lesquelles tu as un œil, comme tu disais, où tu peux vraiment suivre le bambou, ou est-ce que tu vas du coup te dire à l'œil avec ton expérience, ok, tel bambou je peux le prendre, il a telle maturité? Pour le moment c'est à l'œil, mais l'objectif c'est justement de gérer des bambouseries, donc créer des contrats d'entretien avec ça peut être des particuliers, des professionnels. Dire que tu t'occupes en fait de la bambouserie pour telle personne. C'est ça. Okay. Moi je la gère, du coup ils n'ont pas de problème d'envahissement, etc. Et en échange, moi je prélève le bambou qui m'intéresse et voilà. Donc c'est un peu un contrat amiable qui est gratuit pour tout le monde entre guillemets. Sur ton site, il y a le terme beauté qui revient souvent. Est-ce que c'est un mot qui est important pour toi dans ton activité, dans ton quotidien? À fond. Ouais. J'estime que c'est hyper subjectif, mais la beauté pour moi, si on s'entoure pas de beauté, à quoi bon quoi. En fait, j'ai vraiment, surtout dans l'idée d'essayer de promouvoir un peu nos modes de vie, d'essayer de montrer que c'est possible. En fait, si c'est pas beau, forcément ça va pas plaire quoi. C'est plutôt cet esprit de tant qu'à faire les choses, autant les faire belles. Alors c'est beau pour moi, bien sûr, c'est peut-être beaucoup moins pour d'autres. Mais voilà, en tout cas, j'ai très envie d'être acteur du changement et créer des choses qui vont parler aux gens, et ça aide de les rendre belles, quoi. Obambo, dans 5-10 ans, pour toi, c'est quoi? Derrière cette question, il y a évidemment toi, où est-ce que tu te situes, mais comment tu te situes dans un contexte qui est amené à évoluer. A priori, le bambou a un avenir assez florissant. Est-ce que tu y crois? Et toi, dans ce développement, où est-ce que tu te situes comme acteur? Oui, évidemment, je crois au bambou en France. Pour moi, c'est une ressource qui est hyper adaptée au changement climatique. Donc voilà, là où certaines plantes peuvent avoir des maladies, c'est pas le cas pour le bambou. Et donc moi je pense que en plantant vraiment beaucoup de bambou, en ayant la ressource, on pourrait avoir toute une filière qui se met en place pour avoir des panneaux de particules, des isolants, des entreprises qui font du traitement, des artisans qui mettent en place, vraiment jusqu'au déchet quoi presque, comme le bois en fait. Pour moi il faut vraiment s'inspirer de ça, de la filière bois. Voilà, donc moi je pense que le bambou a vraiment beaucoup d'avenir en France. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'y intéressent de plus en plus. Il y a de plus en plus de formateurs en bambou. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent aussi. Voilà, c'est peut-être que entre guillemets, l'émulsion, elle commence. Voilà, au bambou, moi, dans 5-10 ans, je crois que c'était ça la question, je le vois comme toujours une petite entreprise de peut-être un salarié, et puis
peut-être faire appel à d'autres personnes ponctuellement pour des chantiers, mais en tout cas pas une multinationale. Rester dans l'artisanat vraiment et faire les choses à mon échelle en respectant l'humain au maximum et mon cadre de vie aussi, ma famille, etc. Donc c'est pas une entreprise qui est amenée à grandir énormément, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Des maisons en bambou, si on t'en demande, est-ce que t'en referais? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis pas fermé à la question en tout cas. On verra au moment venu, mais je suis pas fermé. Ouais. Trop bien. Comment on s'organise en France autour de cette ressource, de ces usages? Et pareil, est-ce que tu as une comparaison avec l'Amérique du Sud pour dire quelles sont les différences de contexte entre un pays où peut-être c'est un peu plus nouveau, où on n'a pas cette culture-là, et un pays où c'est déjà implanté depuis longtemps? Oui, en Colombie, ils ont déjà une filière qui existe, déjà des bambouserais qui sont exploités avec des ouvriers qui travaillent sur place. En France, il reste tout à construire, toute la filière à construire, et surtout changer la mentalité aussi des gens qui n'ont pas connaissance que c'est un matériau qui peut vraiment être utilisé. Mathias, merci beaucoup de t'être livré. C'était précieux d'avoir ton retour d'expérience sur ton activité. On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer, des initiatives qui mériteraient qu'on en parle, des bouquins aussi qui auraient pu t'inspirer? Oui, alors je voudrais passer un message d'espoir et d'encouragement à toutes les personnes qui se demandent ce qu'elles font dans ce monde et pourquoi elles se lèvent le matin, qui n'osent pas forcément franchir le cap de aller vers un métier, un mode de vie qui est plus en accord avec leurs valeurs. Je veux leur dire que moi personnellement, et je pense que c'est entre guillemets une loi universelle, c'est quand on est dans la bonne voie, ça roule tout seul, c'est fluide. Et j'ai envie de leur dire que c'est maintenant qu'il faut réagir et pas dans 30 ou 40 ans, ça sera sûrement un peu tard. Voilà, je pense que si on s'en sent la force et qu'on est bien sûr dans un environnement qui est propice, soyons acteurs du changement. Et en ce qui concerne un bouquin, il y a un livre qui s'appelle Révolution bambou de Jeanne Van Tram, qui est une femme qui a grandi avec le bambou autour d'elle, qui parle du bambou de plein de manières différentes, de l'utilité du bambou, mais aussi toute la philosophie du bambou avec les traditions, etc. Et voilà, c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Merci Mathias. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que t'as appris plein de choses. Si t'as aimé l'épisode, tu vas adorer le reste. Côté, c'est aussi plein de vidéos sur Insta, YouTube, LinkedIn. Donc si tu veux t'en mettre plein les mirettes, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Et s'il y a des sujets, des techniques, des matériaux que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir sur le réseau social de ton choix. On se retrouve tantôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bon chantier.